Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être avec nous sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Et on commence tout d'abord ce journal par la tragédie migratoire en Méditerranée. L'avion transportant les corps des 7 membres naufragés de la famille Safwan a atterri ce mercredi à l'aéroport de Beyrouth. Les recherches continuent pour retrouver 2 autres corps, ceux de 2 enfants. Les explications dans ce reportage. L'avion transportant les corps des 7 membres naufragés de la famille Safwan sur le tarmac de l'aéroport de Beyrouth. 12 membres de cette famille libanaise se rendaient clandestinement en Europe via la Turquie, mais la mer démontée a fait chavirer leur embarcation de fortune. 3 membres de la famille ont pu survivre à la catastrophe et ont réussi à rejoindre le littoral en nageant. Ils sont toujours en garde à vue pour les besoins de l'enquête en Turquie. Les recherches continuent pour retrouver 2 autres corps, ceux de 2 enfants. La tragédie de la famille Safwan est une tragédie nationale. La situation au Liban pousse les citoyens à perdre confiance en leur pays et à risquer leur vie et celle de leurs enfants en prenant le large à la recherche d'une vie meilleure. La tragédie de la famille Safwan met en exergue le désespoir des familles libanaises qui souffrent d'une situation économico-sociale de plus en plus difficile. Il faudrait contrôler ces départs et achever l'enquête sur les trafics des migrants et les passeurs pour identifier les responsables. Mais nous ne pouvons pas empêcher les Libanais d'aller chercher une vie meilleure. Notre devoir est d'offrir aux citoyens des conditions de vie adéquates. Des centaines de réfugiés risquent leur vie au quotidien afin de rejoindre l'Europe. Les passeurs sont tenus responsables de la mort de plus de 3000 personnes qui tentaient la traversée de la Méditerranée. Bachar el-Assad a remercié Vladimir Poutine pour son engagement militaire lors d'une visite surprise à Moscou ce mardi, à une première sortie officielle du pays depuis le début de la guerre civile. Nous reviendrons sur les détails de cette visite surprise dans quelques instants. Par ailleurs, nous irons également faire un portrait d'un réfugié syrien en Allemagne. Et donc, restez... Cela faisait des années qu'ils ne s'étaient pas vus. Depuis qu'Osman, ici à gauche, a quitté la Syrie fin 2012. 3 ans plus tard, son ami Mohamed réussit la traversée. Lui aussi vit désormais en Allemagne. Tellement heureux d'être enfin arrivé après avoir enduré tellement de choses pendant 15 jours. En Syrie, Mohamed travaillait dans un hôpital en tant que bénévole. C'est là qu'il rencontre Osman. Il est médecin-chef. Un jour, une bombe explose tout près de l'établissement. Osman décide de changer de vie. Avec 2000 € en poche, il tente le voyage de l'espoir vers l'Europe. 3 ans plus tard, Mohamed prend le même chemin. Première étape donc la Turquie, puis l'île de Lesbos en Grèce. Tout ce que je veux, c'est quitter ce pays. Mais ils ne me donnent pas les documents. Pourquoi ? L'attente est longue et souvent les esprits s'échauffent. Quand nous manifestons, la police nous regarde et parfois ils nous battent, ils nous frappent. 3 jours plus tard, Mohamed obtient son billet pour Athènes et passe sa première nuit à bord d'un ferry. Mais ce sera, à même le sol, bien séparé du reste des passagers. Bien sûr, c'est une forme de racisme. Pour être honnête, ils nous regardent comme si on était des animaux. Le lendemain matin, le Syrien arrive à Athènes. Il prend un bus pour la Macédoine et se retrouve rapidement en Serbie, puis en Autriche, en passant par la Hongrie. Ils nous ont alignés et nous ont donné un numéro. Ils nous ont dit d'aller dormir dans des tentes. Les conditions étaient très mauvaises. Les matelas étaient mouillés et il faisait très froid. Le visage de Mohamed s'illumine lorsqu'il prend enfin un train pour l'Allemagne. 12 jours après être parti de Turquie, il arrive à bon port. Il a traversé plus de 3000 km.
Je viens juste d'arriver et j'aime déjà ce pays. C'est ici que je voulais étudier et construire ma vie. Nouvel objectif pour ce réfugié, faire venir sa famille. Je vous le disais, Bachar el-Assad a remercié Vladimir Poutine pour son engagement militaire lors d'une visite surprise mardi à Moscou. Sa première sortie officielle du pays depuis le début de la guerre civile philippine de Clermont-Tonnerre. Lorsque les télévisions russes et syriennes diffusent ces images, Bachar el-Assad est déjà de retour à Damas. Les deux hommes ne s'étaient pas rencontrés physiquement depuis 2006. Avec cette visite surprise à Moscou, le président syrien effectue sa première sortie officielle en 4 ans et demi de conflit. Une poignée de main, symbole d'un soutien russe indéfectible. Je vous remercie de vous être tenu debout aux côtés de la Syrie pour son unité et son indépendance. Le terrorisme qui s'est répandu dans la région aurait gagné encore plus de terrain s'il n'y avait pas eu vos actions et votre décision. La Syrie est un pays ami et nous sommes prêts à faire tout notre possible, non seulement dans la lutte contre le terrorisme, mais aussi dans le processus politique. Une unité affichée pour le chef du Kremlin, soutenir l'allié syrien est vital. La Russie veut à tout prix sécuriser ses positions stratégiques, comme l'aéroport Bachar el-Assad et sa base de Tartous. Autre impératif pour Moscou, empêcher une contagion de l'islamisme à ses frontières. Les tentatives du terrorisme international de contrôler de vastes territoires au Moyen-Orient, de déstabiliser la situation dans la région, sont la cause de préoccupations légitimes de plusieurs pays. Et cela inquiète aussi la Russie. Je pense que malheureusement, au moins 4000 combattants issus des ex-républiques soviétiques se battent contre les troupes gouvernementales syriennes. Sur le terrain, l'armée russe dit avoir bombardé 83 nouvelles cibles ces dernières 24 heures. Ces frappes visent notamment la rébellion modérée que la communauté internationale soutient. Malgré ses intérêts divergents, la défense russe a tout de même signé un protocole d'accord avec Washington. Un document destiné à prévenir tout incident aérien dans le ciel syrien, à partir duquel des frappes sont menées par une quinzaine de pays contre le groupe État islamique. Mais la coopération entre les deux puissances devrait se limiter à un strict échange d'informations. Des divergences de fond persistent toujours sur le sort de Bachar el-Assad. Restez des nôtres, on se retrouve après cette très courte pause. A tout de suite. Retour sur le plateau de l'info, direction la Turquie, l'un des pays qui accueille le plus grand nombre de réfugiés syriens. 2,5 millions de personnes depuis 2011. 15% d'entre eux vivent dans des camps, beaucoup d'autres sont à la rue. Ils deviennent des proies faciles pour les passeurs. Laure Manin. Dans les rues d'Istanbul, ils essaient de passer inaperçus. Oussama et Jamal sont syriens. Ils ont fui la guerre et tout laissé derrière eux. Cette nouvelle vie, ils l'ont voulu, mais rien n'est facile dans la métropole turque. Pour les Syriens, la vie est très chère ici. La vie est chère, la nourriture est chère, tout est cher. C'est impossible de vivre ici. Je veux que quelqu'un nous aide à partir d'ici. Je n'ai pas d'argent. Ça fait 26 jours maintenant que je suis là et je n'ai rien. Je dors dans la rue, j'essaye de trouver une solution. Les plus chanceux s'entassent dans des pièces minuscules, louées à prix d'or. 6 personnes se partagent cette chambre de quelques mètres carrés et il y en a autant dans celle d'à côté. Les réfugiés ont du mal à joindre les deux bouts, alors pour tenter de survivre, certains deviennent passeurs. Les bus vont partir à 8h30. Issa était chirurgien cardiaque à Alep, mais en Turquie, pour nourrir sa famille, il recrute des candidats au passage vers l'Europe. La mafia fait tout le travail. On n'est pas capable de prendre la mer et de faire tout ce travail tout seul. Tout passe par eux. On doit chercher des réfugiés et on les leur envoie. En 2015, le trafic de migrants a rapporté 300 millions de dollars pour 258 000 personnes, selon le Haut Commissariat aux réfugiés. Les passeurs risquent jusqu'à 8 ans de prison, mais Issa ne se voit pas comme un criminel. J'aide les gens. Un criminel prendrait l'argent des réfugiés et ne les aiderait pas à quitter le pays. Un criminel jetterait les gens à la mer et les laisserait seuls. Moi, j'aide les gens. Les autorités ont récemment renforcé les mesures contre les passeurs. Ankara attend une aide financière conséquente et des avantages politiques de l'Union européenne en échange d'un meilleur contrôle des flux de migrants.
Depuis samedi, au moins 20 000 réfugiés et migrants, notamment syriens, sont arrivés en Slovénie, ce petit pays de 2 millions d'habitants. Pour faire face à la situation, le Parlement a adopté une loi qui permet à l'armée de contrôler directement ses frontières. Dépassé, Ljubljana exige de Bruxelles une aide financière et matérielle. Florent Rodeau. De l'autre côté de cette rivière, c'est la Slovénie. Malgré une eau glaciale, pas question de reculer pour ces centaines de migrants, bien décidés à poursuivre leur périple vers le nord de l'Europe. Exténués et frigorifiés, les plus faibles ont bien du mal à supporter la traversée. L'eau est très froide, j'en avais jusqu'au cou. Nous avons vu que la rivière était assez large pour traverser, c'est pour ça qu'on est venu ici. On a besoin d'aide, de vêtements, de nourriture, et en plus, on est trempés. À leur sortie de l'eau, ceux qui ont pu emporter des vêtements de rechange s'empressent de les enfiler. Les autres doivent attendre de rejoindre le camp de réfugiés le plus proche pour se sécher. Pour faire face à cet afflux massif et incessant, le Parlement slovène vient d'autoriser le déploiement de son armée aux frontières. Elle peut désormais effectuer des contrôles directs sur les migrants. Prochaine étape après la Slovénie pour la plupart d'entre eux, l'Autriche subit de plein fouet les conséquences de cet exode. À Spielfeld, principal poste frontière entre les deux pays, ce sont au bas mot 3000 personnes qui sont arrivées dans la nuit, principalement des Syriens et des Irakiens. Ljubljana a accusé Vienne de limiter les entrées sur son territoire, mais l'Autriche a démenti. La légende Ferrari déboule à Wall Street. Le constructeur, la marque italienne au cheval cabré, fait aujourd'hui son entrée en bourse à New York. Et l'appétit des investisseurs est tel que le prix de l'action du constructeur de voitures de sport italien a été fixé au plus haut de la tranche envisagée. Axel May. C'est un cheval cabré qui peut hennir de plaisir. Ferrari table sur un prix d'introduction compris entre 48 et 52 $ l'action. C'est la fourchette haute qui a été retenue pour satisfaire les investisseurs qui vrombissent d'impatience. Cette introduction à Wall Street va dans un premier temps concerner 9% du capital. Courant 2016, 80% des titres seront distribués aux actionnaires de la société mère, Fiat Chrysler Automobile. Le solde, d'environ 10%, demeurera la propriété du fils du fondateur, Piero Ferrari. La valorisation devrait frôler les 10 milliards de dollars, soit plus de 30 fois les bénéfices annuels de Ferrari. Sergio Marchionne, déjà à l'origine du rachat de Chrysler par Fiat, a réussi à convaincre les investisseurs de mettre le prix fort en leur expliquant qu'ils achetaient un produit de luxe, une marque rentable. Et si Ferrari va augmenter sensiblement sa production pour la porter de 7 à 9 000 unités en 2019, cette production restera volontairement limitée car c'est bien connu, la rareté fait le prix des choses. Et avant de se quitter, direction l'Égypte, où 2 mois seront nécessaires pour restaurer le masque de funéraire de Toutankhamon. Une précédente réparation avait laissé des traces de colle sur la barbe de ce joyau de l'Égypte antique, vieux de 3300 ans. Toutankhamon sur sa table d'opération. Plus de 3000 ans après sa fabrication, le masque mortuaire du célébrissime pharaon est entre les mains d'un expert en restauration venu d'Allemagne. Il y a 2 aspects principaux dans ce projet. D'abord, détacher la barbe, puis la remettre en place. Deuxièmement, il s'agit de réaliser une étude sur les matériaux utilisés pour fabriquer le masque et aussi sur la technique de fabrication. Il y a 1 an et demi, semble-t-il, durant des travaux sur l'éclairage du musée des Antiquités du Caire, un employé détache malencontreusement la barbe du masque en or massif. Ni vu ni connu, la superglue est utilisée pour réparer les dégâts. Enfin, ni vu ni connu, pas tant que ça, puisqu'un disgracieux paquet de colle apparaît. Pour gratter le dépôt de glu, les restaurateurs vont utiliser de fines baguettes en bois et ils vont en profiter pour analyser sous toutes les coutures le masque. Toutankhamon est encore de nos jours l'un des plus célèbres pharaons grâce à son trésor funéraire, le plus fabuleux jamais découvert en Égypte. C'était en 1922 par l'archéologue britannique Howard Carter. Quant aux travaux de restauration, sans être gigantesques, sans être pharaoniques, ils devraient tout de même durer jusqu'à la fin de l'année. Et c'est sur ces images que l'on se quitte. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur notre antenne. À demain.